Ouais, c'est là, ça marche. Ok. Désolé, je suis hyper novice. Ma première et la dernière. Ça suffit comme ça. Ok, du coup, vous m'entendez bien tous? Ok, super. Donc on va commencer. Alors, déjà on voulait remercier le BH qui a fait de nous accueillir ce soir pour cet événement. Merci aussi d'être aussi nombreux. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais du coup c'est trop bien. Merci. Et du coup, avant de rentrer dans le sujet, de présenter du coup les 3 personnes invitées, je vais laisser juste Tristan présenter l'association Objectif Mars, qui du coup, t'as juste à... C'est prêt. Qui du coup co-organise avec l'atelier TLPA cet événement. Je voulais simplement dire un mot sur l'association Objectif Mars, qui est organisatrice première de ce débat avec l'atelier TLPA et le BHTP, parce que c'est une petite association qui avait vocation à avoir évidemment une portée mondiale, enfin mondiale du petit monde de l'architecture en Finistère, et qui n'a pas fait grand-chose. Mais je voulais quand même simplement dire que des cafés de l'espace comme ce soir, il y en a déjà eu plein en 2016 et 2017. Il y avait même des affiches. Il y en avait même un qui était sur urbanité rurale, ce qui ressemble un petit peu, on va dire, au thème de ce soir. Et à l'époque, c'était au Fauvette. C'était organisé par Marie-Hélène Gira, qui est paysagiste chez Onésime Paysage, et moi-même. Et puis ensuite, je vais bien passer à celle d'après, on avait, dans le cadre du Printemps de l'Architecture en Finistère, organisé les événements Rêve de Port sur le port de commerce à Brest. Donc ça, c'est 2018, 2019, et puis 2020, il y a eu la Covid, donc il n'y a pas eu. Mais jolie affiche pourtant, c'est dommage. Et voilà, et du coup, ça faisait un peu 2 ans qu'on s'était rappelé un peu les uns les autres en se demandant ce qu'on allait faire, voilà, avec Eliane, enfin d'autres gens qui sont là aussi, quelques-uns en tout cas. Et donc c'est ce soir le premier nouveau Café de l'Espace, co-organisé par Objectif Mars, en sachant que déjà on sait qu'il y en a un autre le 5 avril, ici. On ne sait pas encore le thème, mais il faut réserver les dates tôt, donc on le sait déjà, 5 avril. Qui est la veille des rencontres intermondiales, les RIM, qui est une manifestation co-organisée par Au bout du plongeoir, qui est à Rennes depuis. Il y a eu 3 sessions à Rennes tous les 2 ans. Et la prochaine, c'est les 6 et 7 avril à Brest, en partenariat avec le Fourneau, et ça va être très très bien. Donc ça, c'est la veille, donc on essaiera de faire un truc un peu en rapport. Et puis bientôt, il y aura un cycle de café-débat à Ouessant aussi. Et voilà, puisque Marie revient maintenant et Ouessantine. Et puis ailleurs. Donc, en tout cas, on espère que c'est une renaissance de cet assaut et on espère que vous serez là aussi le 5 avril et on espère, il y a un petit Facebook sur lequel il s'est rien passé pendant 2 ans, mais que vous pouvez aller voir et sur lequel on mettra entre autres une vidéo du Café Débat de ce soir puisque c'est filmé et enregistré. Voilà, merci. On vous a convié à une rencontre du coup sur la thématique des pratiques de l'architecture et de l'urbanisme en milieu rural qui nous paraît être un sujet hyper intéressant à investiguer ensemble. Alors du coup, moi je suis Sophie, je suis architecte et urbaniste de formation, mais maintenant j'occupe un poste de recherche du coup à l'atelier TLPA qui co-organise du coup cette rencontre, dans lequel on investigue en fait des thématiques ou en tout cas des problématiques qui ressortent un peu de nos professions et qu'on essaye de creuser, on essaye de prendre un peu de recul là-dessus. Et on a souhaité du coup faire un premier article qui est ici, si vous voulez le lire, qui parlait un peu de cette notion du coup des pratiques en milieu rural. Et c'est comme ça qu'est né du coup ce premier café débat. Voilà, je vais laisser du coup les invités se présenter, puis après je vous présenterai un petit peu d'où vient cette thématique, ce qu'on a creusé un peu pour l'article, et puis après on commencera le café débat. Bonsoir, moi c'est Nina Thomas, donc moi je suis géographe urbaniste chez Onésime Paysage, où je travaille depuis maintenant 6 ans. Chez Onésime, on travaille principalement donc, en milieu rural, je dirais à 85-90% quasiment de nos missions, donc à la fois sur des opérations de réaménagement d'espaces publics, on travaille aussi beaucoup dans des opérations de revitalisation, réaménagement de centres-bourgs. Ça occupe moi la principale totalité de mes missions, donc avant tout en études préalables. Bonsoir, Florian Carré, architecte de l'atelier Donne. Nous, on travaille principalement sur de la rénovation, c'est 90% de notre travail.
La question de la ruralité, ça fait partie de notre démarche et de notre questionnement, mais c'est pas forcément non plus 4 ans. Ça représente peut-être 50% un peu de notre travail. Et je suis là ce soir parce qu'on travaille principalement avec Guillaume sur un projet d'une mairie à Dirinon. Bonjour, belle transition, Florian. Donc Guillaume Bodinès, le maire de Dirinon. En quelques mots sur ma carrière, naturellement, puisque je suis maire de Dirinon, j'habitais à Dirinon. J'ai fait des études d'ingénieur agronome. Actuellement, je suis maraîcher, je vends mes légumes en direct, un petit peu moins depuis que je suis maire, parce que je suis très occupé par ma fonction. Je suis élu depuis 2006 en tant que simple conseiller au départ, où je m'occupais d'ailleurs principalement, j'étais l'interlocuteur pour la création du PLU. Ensuite, j'ai fait un deuxième mandat en tant que conseiller, où j'ai beaucoup travaillé sur la rédaction du PLUI pour le coup. Et ensuite, j'ai franchi un petit peu le grand pas pour vider ma liste. Et donc, je suis maire depuis les dernières élections municipales. Et en 2 mots, Dirinon, que tout le monde connaît évidemment parfaitement bien. Dirinon, c'est une petite commune du sud de la CAPLD. C'est une commune littorale, parce qu'on a une façade sur la Rade. Alors, on a une façade également sur les Lornes, à côté de Landerneau. C'est une commune de 2300 habitants, avec un centre-bourg qui fait à peu près 1200 habitants, un quartier urbain aux portes de Landerneau qui fait 400 habitants, et après une campagne très très vaste où vivent le reste de la population. Merci. Alors, on était hyper heureux d'avoir du coup un point de vue, des points de vue du coup différents pour cette soirée. Notamment du coup Nina qui est géographe, urbaniste géographe, Florian qui est architecte, mais on trouvait ça hyper intéressant d'avoir le point de vue d'un élu aussi pour ouvrir un peu le débat. Parce que c'est hyper important aussi d'ouvrir la discussion à un cercle plus large que celle de nos professions. Et c'est aussi pour ça qu'on a organisé un café-débat ce soir, pour aussi potentiellement, alors peut-être qu'il y a beaucoup d'architectes dans cette assemblée, mais aussi ouvrir le débat à d'autres, mais aussi, pourquoi pas, à des habitants, citoyens qui sont engagés aussi sur leur cadre de vie, puisque c'est l'affaire de tout le monde. Et pour nous, c'était des questions qui devaient être vraiment débattues et partagées. Donc ce que je vous disais, c'est que cette thématique elle découle d'un article qu'on a mené, d'une enquête un peu qu'on a menée à l'atelier TLPA par le biais d'un article sur les conditions un peu de mise en œuvre d'études urbaines et de projets d'architecture dans des communes rurales et le rôle des architectes et des urbanistes dans ces territoires. On est parti de 2 constats pour nous qui étaient hyper importants de faire. Le premier constat, c'est que les villes, et particulièrement les métropoles, prennent beaucoup de place dans les réflexions menées au sein des professions de l'aménagement. Et médiatiquement, les territoires ruraux sont moins représentés. Aujourd'hui, il y a un peu un décentrement du regard vraiment sur ces questions-là, qui fait qu'on se tourne beaucoup plus vers les territoires ruraux. Ça suit un mouvement qui est bien plus global et qui dépasse vraiment les professions de l'architecture et de l'urbanisme. Mais en tout cas, ça permet de vraiment renouveler un peu les connaissances et les savoirs, les pratiques qui sont menées dans ces territoires. Le deuxième constat qui accompagne celui-ci, c'est que bien que les territoires ruraux soient moins représentés et moins prépondérants dans les réflexions, ils n'en sont pas moins investis par des architectes, des urbanistes et des paysagistes qui travaillent en grande majorité en dehors des grandes agglomérations, comme du coup Onésime Paysage, comme disait Nina. Mais on a aussi des élus, des citoyens qui œuvrent vraiment à ce que les enjeux urbains et architecturaux soient des vraies questions sur leur territoire. Et du coup, c'est notamment le cas de Guillaume sur Dirinon. On a en plus une région, la Bretagne, qui est très rurale par rapport à d'autres régions. Et donc pour nous, c'est quand même une question qui est hyper importante. Et nous, en tant que bureau d'études à l'atelier TLPA, on travaille en majorité aussi pour des communes rurales. Et on voit bien qu'il y a une réflexion qui est hyper intéressante à mener, que c'est des territoires qui permettent d'être innovants aussi sur certaines questions, de renouveler aussi les manières de pratiquer l'architecture et l'urbanisme. Parfois, ça se fait de manière plus partagée, parce qu'on a aussi une certaine vitalité de forme d'action citoyenne dans les territoires ruraux qui est hyper intéressante. Mais aussi, ça se fait de manière plus frugale et de manière aussi très joyeuse. Et c'est ça qu'on a envie aussi de montrer ce soir en parlant des territoires ruraux. Et en fait, c'est aussi des manières de faire qui correspondent assez bien à tous les impératifs aussi écologiques et sociaux qui traversent un peu les professions de l'aménagement. Et donc en fait, un de nos postulats, c'était vraiment d'affirmer le rôle des territoires ruraux comme des lieux à regarder et non pas comme des lieux dans lesquels il faudrait appliquer ce qu'on apprend en métropole. Donc ça, c'était vraiment l'hypothèse de l'article. Et donc ça a vraiment constitué donc, cette hypothèse. Et du coup, pour cet article, j'ai interrogé donc, Guillaume et Florian, j'ai discuté avec eux. Et aussi Nina, plutôt des tours de projet aussi communs qu'on pouvait avoir.
Et on a essayé de faire ressortir peut-être les conditions un peu particulières qui se déploient dans les territoires ruraux et qui permettent peut-être de faire les projets autrement. Donc on en a ressorti 4. La première, c'est qu'il existe dans les territoires ruraux une certaine souplesse. Cette souplesse, en quoi elle est intéressante? C'est qu'on a une certaine proximité avec les commanditaires, les décideurs. Par exemple, dans une étude urbaine, les discussions se font directement avec le maire, avec les élus, mais aussi avec les services techniques. Et en fait, ce contact rapproché génère une facilité d'échange qui est hyper intéressante pour les projets. Ça crée aussi de la réactivité et puis une souplesse dans l'action. L'absence aussi parfois d'une ingénierie territoriale hyper forte qu'on peut retrouver en métropole et d'un cadre réglementaire, c'est également une opportunité pour l'équipe de conception de plier un peu la commande et d'en redéfinir un peu les enjeux. Et ça, c'est hyper intéressant pour les professions. Ensuite, je vous parlais de la proximité avec les élus, les décideurs. Ce qui est hyper intéressant aussi dans les territoires ruraux, c'est qu'on a une proximité avec les habitants qui est assez marquante. Et souvent, on voit qu'ils sont assez investis dans les questions qui ont trait à leur cadre de vie. Et ça joue en faveur souvent d'une participation assez active de leur part lorsqu'on crée des ateliers ou qu'on organise des moments de débat. La troisième chose qui est ressortie, c'est qu'il y avait aussi une certaine confiance dans les territoires ruraux qui était hyper importante et une capacité à donner une chance aussi parfois à des jeunes concepteurs qui ont su démontrer leurs envies, leur motivation au-delà des références de ce qu'ils avaient pu déjà construire. Et ça, c'est du coup un exemple qui est assez marquant aussi de l'atelier Donne qui est en partenariat avec la mairie d'Irénon et qui travaillent ensemble sur le projet du coup de la mairie. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus après. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est d'abord l'ambition et l'envie des concepteurs qui a rencontré aussi l'ambition et l'envie des élus, qui a créé un peu ce partenariat, et ça, c'est hyper intéressant. Et la dernière chose dont je parlais un peu, c'était vraiment cette capacité d'innovation qui, rapidement, si on fait un raccourci, il n'y a pas que ça, est souvent un peu stimulée par une absence de budget aussi dans les territoires ruraux, qui ne permet pas, évidemment, de faire les projets de manière grandiloquente. Et de toute façon, c'est peut-être pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Et donc du coup, on innove un peu dans les programmes, dans la prise en compte des ressources du territoire, dans la mise en œuvre des projets ou même dans les temporalités. Et donc du coup, la question qu'on pose ce soir, c'est un peu de comprendre si ces conditions particulières, elles influent sur les manières de faire et de pratiquer des architectes et des urbanistes. Et si oui, comment ça peut permettre aussi de redéfinir un peu une certaine culture professionnelle de ces concepteurs, vraiment aussi à l'aune des impératifs un peu écologiques et sociaux d'aujourd'hui. Voilà, c'était un préambule un peu long peut-être. Donc ça, c'est un peu les bases du coup du sujet de ce soir. Juste pour vous dire comment on imagine que ça peut se passer. Évidemment, je vais donner la parole et poser peut-être quelques questions du coup à nos invités. Mais le but, c'est pas de faire une présentation dans laquelle vous n'avez rien à dire ou à échanger. Si jamais vous voulez interagir en direct ou réagir à quelque chose qui a été dit, vous pouvez le faire. On a des micros et puis on peut créer une discussion aussi. C'est un café-débat. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, je vais commencer par demander si vous voulez réagir à ce que je viens de dire. Non. Ou si je commence par poser des questions. Carrément, vas-y. Ok. Je crois que Guillaume peut-être envie, non? Non, me pose une question. Il faut que je chauffe. Ok. Je vais peut-être commencer par Nina. Non, mais tu commençais à dire qu'avec Onésime, vous travaillez à 90% plutôt dans les territoires ruraux. J'aimerais bien que tu en parles un petit peu plus. Est-ce que c'est une question d'opportunité ou est-ce que c'est plutôt un choix? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Je pense à 90%, parce que quand même, avant de venir, je me suis justement posé cette question de c'était à peu près quoi notre ratio? Donc là, j'ai pris mon dossier à l'agence sur mes affaires et j'ai fait tic, qu'est-ce qui est milieu rural? Et là, c'est vrai que c'était assez flagrant. Enfin, tous les endroits où je travaillais, c'était Plébain, Plébert-Christ, Saint-Joisselin, Laz, Trégourez, Plonéour-Lanverne, Plonéour-Ménez, Mélionnec, tous ces endroits que je pense beaucoup n'ont jamais entendu parler. Et ça, c'est super aussi de faire nos métiers parce qu'on va à des endroits où on n'aurait jamais eu aucune raison d'aller mettre les pieds dans la vraie vie. Et que c'est vrai qu'en tant que citoyen, on va souvent à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, et puis on ne va pas à Saint-Joachin, dans le 44, dans les marais de Brière, donc c'est aussi super. Et c'était quoi ta question sur les opportunités et les choix? C'est plutôt une question d'opportunité ou c'est un choix? Je pense qu'à la base, c'était une opportunité, parce que du coup, moi, je suis arrivée à l'agence en 2017 et Marie l'a fondée en 2013 avec Fabien, qui est son associé.
Et que du coup, comme tu le disais, les communes rurales font aussi davantage confiance aux jeunes, aux personnes qui viennent de monter leurs agences et qui n'ont pas encore toutes les armes et toutes les références pour pouvoir justement gagner des grands projets en métropole. Juste pour rappel, nous on travaille beaucoup en appel d'offres, donc on candidate auprès des marchés publics pour remporter des affaires. Donc je pense qu'à l'origine c'était par opportunité et c'est devenu ensuite un choix, parce que comme tu l'as très bien expliqué en introduction, c'est dans les communes rurales qu'on peut vraiment mener à bien un projet, on va dire, de A à Z en ayant beaucoup plus de pouvoir, on va dire, vu que c'est une relation vraiment de maire élu de maîtrise d'ouvrage à maîtrise d'œuvre en direct, et il y a très peu d'intermédiaires. Donc pour nous c'est vraiment un choix, et un choix aussi dans on va dire les intérêts de projet. C'est beaucoup plus contrasté, on va dire, dans les territoires ruraux, même si quand on voit comme Salé-Bourg, on voit bien qu'il y a des thématiques qui reviennent tout le temps, les mêmes problématiques, mais c'est toujours des territoires extrêmement différents, et les gens sont aussi extrêmement différents, qui est très différent finalement de projets en milieu urbain, où finalement, par exemple, la concertation, il y aura beaucoup moins de participants, on va être beaucoup moins finalement nous aussi attachés aux habitants, on ne va pas avoir le même attachement aux études qu'en milieu rural, où des fois on a entre 50 et 100 personnes à des ateliers, c'est les mêmes personnes qui reviennent tout au long de l'étude, donc il y a aussi une vraie volonté, un peu c'est ça, c'est aussi personnel, il y a un lien vraiment, on a envie de mener le projet jusqu'au bout et on s'y attache, et il n'y a pas le même, la même foi dans le projet. J'ai juste une question. Du coup, la concertation fait partie des appels d'offres auxquels vous répondez, ça fait partie de la commande? Ça, c'est quelque chose qui a pas mal changé. Enfin, Tristan, tu pourras me compléter aussi si tu veux, mais avant, dans les commandes, non, il n'y avait quasiment pas de concertation. C'était nous qui proposions dans les méthodologies, et maintenant que ça s'est beaucoup démocratisé, c'est quasiment toujours demandé. Okay. Mais à la base, non, pas. Ça fait quoi, 3-4 ans, plus. Alors du coup, je rebondis sur ce que tu disais aussi, Sophie, et toi, Lénia, si je comprends bien, vous vivez comme une liberté, comme une façon aussi beaucoup plus épanouissante de faire votre métier, de travailler directement avec des élus. Mais du point de vue des élus, c'est aussi un autre sujet. Du point de vue des élus, c'est parfois un petit peu difficile aussi, puisque ça nous amène sur des terrains qui ne sont pas forcément naturels, le terrain de l'architecture, le terrain de l'urbanisme. Alors après, les élus ont plus ou moins d'affinités. Et des fois, on recherche aussi, nous, élus, d'avoir justement ce filtre-là, qui n'est pas forcément très très présent dans les communes rurales. J'ai eu l'occasion d'en parler, et on en parle un petit peu dans l'article. C'est vrai qu'il y a quelques infrastructures qui existent, notamment le FIA ou le CAE, mais qui ne sont pas faciles à mobiliser pour les communes rurales. En fait, il n'y a pas énormément de moyens humains. Je crois que la dernière fois que j'ai contacté le CAE, il y avait 3 ans d'attente pour s'intéresser au dossier. Donc, à l'échelle d'un mandat de 6 ans, ça rend caduque complètement l'idée. Et donc, du coup, c'est vrai que les communes rurales travaillent souvent en direct avec les professionnels. Après, ce qui est aussi une chance, et moi je considère comme une opportunité aussi le fait d'aller sur des terrains qui ne sont pas forcément familiers. Et c'est ça, je pense qu'en milieu rural, on a aussi davantage un rôle de conseil et finalement de pédagogie un petit peu avec les élus que vraiment de maîtrise d'œuvre, on va dire classique, on arrive, on réaménage tout. C'est aussi un travail un petit peu de long cours et qu'on pallie un peu cette mission conseil qui ne devrait pas être la nôtre à la base. Je pense qu'effectivement, du coup, par rapport à ce que disait aussi Sophie juste avant, clairement, on fait plus qu'une réponse à un programme. On fait le programme en même temps qu'on est en train de faire une faisabilité, qu'on est en train d'avancer, et le programme est constamment redéfini puisqu'on est dans cette dynamique-là avec la maîtrise d'ouvrage. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai, par rapport à la concertation, je ne me rends pas trop compte à quel point c'est récent le fait que les gens demandent de la concertation comme ça. Mais je ne sais plus ce que j'allais dire. Je suis désolé. Non, voilà, juste pour dire, dans mes premiers mandats d'élu, la mentalité n'était peut-être pas tout à fait la même. Et souvent, par rapport à l'urbanisme, par exemple, le premier contact des élus avec l'urbanisme, c'est quand un promoteur immobilier venait à la mairie avec un plan d'un terrain où il avait dessiné des lots de maisons. Et tout d'un coup, pour l'élu qui n'y avait pas forcément pensé avant, d'un terrain agricole, certes constructible, mais agricole,
ça devient un projet avec des maisons potentiellement en GR, mais surtout un chiffre en bas à droite. Et souvent, c'est un petit peu le premier contact avec l'urbanisme, ce qui est quand même un petit peu dommage. Et du coup, à Dirinon, on a souhaité changer un petit peu tout ça et on a commencé le mandat par une étude urbaine pour le coup, pour essayer de formaliser une demande et d'être à l'initiative finalement. Voilà. D'ailleurs, là, alors du coup j'ai le micro, je le garde, hein, mais comment dire, donc on a fait une étude urbaine avec TLPA, avec donc, des fiches actions qui en ont découlé, et notamment sur comment est-ce qu'on pouvait redéfinir un petit peu l'urbanisation en extension et éviter d'avoir que du pavillonnaire classique avec la même maison qui se répète et le même schéma, et surtout avoir une diversité dans le type d'habitat. Et donc, quand des promoteurs sont venus me voir en début de mandat, je les ai envoyés un petit peu plus loin, j'ai pris leur numéro, je leur ai dit ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Et finalement, là, je suis un petit peu en train de les rappeler tous, et ils sont tous étonnés de la démarche, finalement, qu'on vienne les démarcher. Voilà, ils m'ont dit quasiment tous, mais normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Normalement, on vient vous voir avec un plan, et puis et c'est nous qui sommes le déclencheur. Et là, finalement, ça a été un petit peu l'inverse. En fait, j'ai eu l'impression qu'on a un petit peu repris la main quelque part. Du coup, sur la question de la concertation, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un impératif qui est arrivé, mais surtout dans les projets d'urbanisme. C'est vrai que maintenant, il n'y a pas d'études urbaines sans impératif de concertation. Je pense que même c'est la loi. Et du coup, c'est intéressant. Au-delà de cette question réglementaire, on le fait parce que c'est hyper important. C'est vrai que par contre, dans les projets d'architecture, c'est moins demandé, c'est moins un impératif. Et pourtant, du coup, j'allais rebondir un peu sur le projet, donc il faudra que tu expliques un peu ce que c'est le projet. Sur lequel vous travaillez ensemble, parce qu'il y a quand même, je pense, un échange préalable du coup avec les élus, mais aussi les futurs usagers de cette mairie et de cette médiathèque que vous faites à Dirinon, qui a été intéressant. Et je me souviens avoir discuté avec Guillaume de ce projet, où il y a eu un moment qui a été aussi important du coup de concertation entre vous pour définir un peu aussi le projet. Et c'est vrai que c'est pas forcément un impératif dans les projets d'architecture, mais aujourd'hui, je pense que les élus sont aussi en demande en fait qu'on arrive à mettre tout le monde autour de la table pour discuter des sujets. Du coup, je présente rapidement le projet comme ça. Et Guillaume, tu m'arrêtes ou tu complètes. Du coup, à Dirinon, on a répondu à un appel d'offres avec un programme qui était assez bien défini, assez clair, pour transformer une MAPA, une maison d'accueil pour personnes âgées, en mairie, médiathèque, bureau de poste, bureau tiers, enfin voilà. Un programme un peu large sur un bâtiment qui fait 1000 m². Et en fait, c'est vrai que naturellement, on ne se sentait pas en fait de répondre tel quel à l'appel d'offres en répondant simplement au programme, sachant qu'il y avait des choses qui ne nous paraissaient pas forcément évidentes dans la manière dont ça avait été forcément agencé. Et du coup, on a proposé de démarrer en fait notre mission par une mission de diagnostic plus poussée et en fait de prendre le temps de s'interroger sur qu'est-ce que ça voulait dire d'aller s'installer dans cette MAPA, qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir une médiathèque au milieu d'un tracé qui avait été dessiné préalablement par l'atelier TLPA, et comment est-ce qu'on intégrait en fait la MAPA dans un quartier un peu résidentiel, en même temps connecté sur la départementale qui dessert toute la ville. Donc effectivement on a pris ce temps-là qui a été un temps un peu long, un peu difficile, je ne sais pas, non, peut-être. Et voilà, et c'est vrai que du coup il y a eu beaucoup de moments d'échange avec Guillaume, avec les élus, et également avec en fait les personnes qui sont en charge de la médiathèque, avec la Poste, plus compliqué de voir les échanges, mais avec la Poste. On a essayé aussi de faire venir les enfants pour se demander qu'est-ce que ça veut dire. Comment est-ce que vous vivez aussi l'espace autour de la MAPA, qui en fait aujourd'hui est un peu un espace de jeu, les enfants ils font du vélo, il y a un grand parking, le bâtiment est inutilisé depuis 4 ou 5 ans Fin 2019. Fin 2019. Donc effectivement on voyait qu'à chaque fois qu'on venait, en fait, les enfants étaient là. Et nous on travaille avec l'atelier Bivouac, paysage sur ce dossier, et qui aime beaucoup travailler cette question du jeu, et du coup on a fait un atelier avec les enfants en se demandant c'est quoi l'espace de jeu autour de la médiathèque, c'est quoi la médiathèque, et donc on a redéfini comme ça des espaces en lien entre notre travail d'architecte, redéfinir les espaces intérieurs, et l'atelier Bivouac qui eux ont
ont plutôt retravaillé la relation. Il y a pas mal de jardins intérieurs, c'est un bâtiment des années 90 qui est assez amusant. Et les espaces intérieurs de jardin en fait ont été retravaillés en espace de jeu. Voilà. Juste par rapport à la concertation, c'est vrai que dans la demande initiale des élus de Guérinon, il y avait une forte demande de concertation pour plusieurs raisons. Déjà, bon, moi, à titre personnel, j'ai la conviction profonde que je ne peux pas concevoir un projet d'architecture sans interaction avec l'architecte à un moment donné, quoi. J'ai toujours considéré que l'architecte apporte une expertise, mais il est là aussi pour aider à réfléchir le porteur de projet à un moment donné. Et je pense que pour avoir le projet le plus optimisé possible, le mieux fait, je pense que ça peut que apporter que chacun puisse donner son opinion. Donc je pense qu'un projet concerté est forcément un meilleur projet. Puis par ailleurs, il y a aussi une dimension dans la concertation qui était très importante, c'est que tous ces moments de concertation, c'est des moments où on a pris énormément de plaisir aussi. Sincèrement, quand il y a eu de la participation, que ce soit pour l'étude urbaine d'ailleurs ou pour le projet d'architecture, il y a eu globalement une bonne participation. Bon, c'est pas toute la commune, c'est peut-être 80 personnes, mais à chaque fois, les gens, que ce soit les élus ou les habitants, sont repartis de la concertation avec des étoiles dans les yeux, en ayant eu l'impression d'avoir vécu un super moment. Enfin, moi, je me souviens, le moment auquel tu fais allusion, Sophie, où on a travaillé sur la MAPA, alors c'était un petit peu ludique, en gros, il y avait des maquettes du bâti existant, puis on devait placer un petit peu les différents éléments du programme. Alors c'était très interactif, on n'était pas d'accord, la Poste a changé de place une vingtaine de fois, mais on a beaucoup réfléchi, il y avait différents groupes, et on a eu même le sentiment à la fin, alors Florent confirmerait ou pas, mais que notre réflexion a contribué au choix du projet qui a été retenu au final, quoi. Donc on a pris énormément de plaisir à faire ça, et c'est quand même important. Puis par ailleurs, une petite dimension aussi dans la concertation qui est quand même assez importante, même si la plupart des gens sont globalement bienveillants, il y en a certains qui sont parfois vindicatifs. Et le fait d'avoir fait de la concertation, pour nous, c'est quand même un sacré filet après quand on fait le projet. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas vraiment râler dans la mesure où on leur a tendu le micro une bonne dizaine de fois, et c'est quand même pas rien. Parce que souvent, quand les gens n'ont rien à dire, ils ont toujours l'argument fatal de dire « vous nous avez pas demandé notre avis ». Bah là, si. Et donc, du coup, ça permet quand même après d'être plus à l'aise, quoi. Ouais. Et je reviens effectivement sur les scénarios. Et moi, un moment qui m'a marqué aussi au moment où on faisait cet exercice-là, c'est à la fin où finalement on essaye d'amener effectivement les habitants et les usagers sur la définition des espaces. Le retour des personnes de la médiathèque qui nous disent mais en fait on s'embête pas, vous faites la mairie et puis vous nous laissez un bout de bâtiment et on s'organisera. Alors qu'en fait tout l'exercice était ailleurs. Et finalement c'est les premières personnes à la fin à s'être réjouies en fait d'avoir trouvé la solution et finalement à s'être projeté dans une autre médiathèque, c'est-à-dire à s'être dit en fait peut-être qu'on n'a pas 50 mètres carrés, peut-être qu'on en a 100 et qu'en fait c'est pas la même médiathèque, c'est pas la même ambition et c'est peut-être et elles ont limite un peu une envie d'avoir une portée au-delà de Guérinon, d'être une médiathèque un peu reconnue dans le département, quoi. Donc c'était assez amusant. Et du coup, moi, je voulais revenir sur peut-être quelque chose que tu disais, Nina, quand tu as présenté un petit peu. C'est quand vous travaillez dans des territoires ruraux, du coup, il y a un peu cette liberté, cette souplesse pour travailler. Et je me demandais, du coup, comme vous travaillez sur quand même beaucoup d'études urbaines, parfois aussi en même temps, est-ce que vous avez une même approche de chaque territoire et comment vous faites en fait pour bien comprendre des territoires, comme tu disais au départ, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais traversé, ou dans lequel vous n'habitez pas pour la plupart, puisque le bureau, du coup, Onésime était à Brest, et puis vous habitez pour la plupart à Brest. Du coup, quelle est un peu cette approche du territoire que vous développez sur les territoires ruraux pour les connaître ? On aborde un peu tous les territoires, pas de la même manière, mais il faut se l'avouer, le monde rural breton, finistérien, se ressemble quand même beaucoup. Et puis ça paraît anecdotique, mais ça l'est pas, je pense. Mais je pense qu'aussi à l'agence, que ce soit chez Onésime ou chez TLPA, on vient tous aussi de milieux ruraux finistériens. Donc je pense déjà par nos regards personnels, on n'a pas un regard d'urbain sur les bourgs où on travaille. On a aussi notre histoire personnelle où on sait ce que c'est la ruralité, on sait ce que c'est le périurbain. On a un regard aussi assez précis là-dessus d'un point de vue personnel et d'un point de vue, on va dire, professionnel quand on arrive sur un territoire.
Déjà, qu'est-ce qu'on fait? C'est bête, mais on se présente auprès des élus, auprès des gens, et puis surtout on se promène beaucoup. C'est un peu aussi le cœur de notre métier, de se promener. C'est plutôt agréable de découvrir. Et après, selon les missions et selon les commandes, on met en place différentes méthodologies de travail. Ça peut être soit venir faire si c'est pas très loin, ça peut venir faire du terrain fréquemment à différentes périodes de l'année, différentes périodes de la journée, pour voir aussi comment vit le bourg à différents moments. Si c'est des endroits plus loin, je pense à Saint-Joachim par exemple, dans les marais de Brière, où pour le coup c'était un territoire qu'on ne connaissait pas du tout et qui est vraiment spécifique. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des marais humides et ça marche en fait sous forme d'île, donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et là pour le coup on avait fait 2 résidences de 1 semaine, 10 jours à chaque fois, où on était venu vraiment vivre sur les lieux, où on avait fait plusieurs ateliers pendant cette résidence, à la fois en extérieur de balade, des ateliers plus de projets. Et pendant ces temps de résidence, on faisait aussi beaucoup d'entretiens avec les élus, les personnes ressources, et puis on se promenait beaucoup, on avait fait des promenades en barque, tout ça avec les gens. Donc c'est toujours sympa de découvrir ces territoires-là. À chaque fois, on essaye d'adapter la méthodologie selon la commande pour essayer de comprendre au mieux. Et même si évidemment, c'est pour ça aussi que les élus nous appellent, c'est qu'aussi il faut qu'on ait ce regard extérieur. Faut comprendre le territoire, mais garder aussi notre recul et notre regard extérieur. Ce que je voulais dire aussi par là, et du coup tu avais bien répondu, c'est que je ne sais pas si vous avez vu du coup l'illustration qui était derrière, qui a été faite par Constance Botédès qui est ici. C'est aussi que quand on travaille dans des territoires ruraux, on s'implique aussi assez personnellement parfois dans les projets. C'est vrai qu'il y a la vie professionnelle où on pense les projets un petit peu en agence, mais parfois ça dépasse un petit peu la limite entre le professionnel et le personnel. Et c'est vrai que c'est des choses qui se passent souvent quand on fait par exemple des études urbaines, où comme tu le disais, on part pendant 5-6 jours sur les territoires. C'est qu'en fait on va devenir habitant à un moment donné, et puis on va amener notre vie personnelle aussi sur le territoire. Et c'est aussi ce qui renforce, j'ai l'impression, cette question de proximité entre les élus et les habitants, c'est qu'à un moment donné, ils vont vous voir toute la journée déambuler, puis ils vont vous voir le soir aussi à des endroits qui sont pour eux des endroits un peu du quotidien. Et j'ai l'impression que cette approche-là, alors elle est très vraie en milieu rural, parce que souvent on trouve un point de chute, un accueil, une permanence qu'on peut ouvrir et dans lequel on peut rencontrer les habitants. Et c'est peut-être quelque chose qu'on fait beaucoup du coup dans des petites communes, et peut-être qu'on fait un peu moins quand on travaille dans des villes ou dans la ville dans laquelle on vit, ou par exemple, je sais pas, à proximité de Brest, si on travaille, je sais pas, à Gouesnou, à Guipava, est-ce qu'on se donnerait vraiment le temps de passer 5 jours sur place alors qu'on peut y aller en tram? Donc il y a un peu cette question aussi de s'engager aussi plus que professionnellement dans les territoires quand vous faites des résidences, et de devenir habitant le temps d'un moment. Et qu'aussi on passe moins pour les urbanistes, les architectes de Brest qui viennent sur le territoire. Enfin, il y a aussi un côté accueillant et plus convivial dans la relation. On est moins des néo-arrivants qui viennent donner des ordres de on fait comme ça. Je pense que ça casse aussi ce côté-là des gens d'ailleurs qui viennent aménager leur propre bourg. Par ailleurs, là, tu parlais de fait de venir passer quelques jours dans les communes, mais il y a aussi le fait que ces études là, durent un certain temps. Et donc, l'étude urbaine, ça a duré à peu près 1 an, je crois. Voilà. Et en fait, entre les premiers rendez-vous et les derniers, on a aussi, nous, élus, beaucoup gagné en maturité. En fait, aux premières rencontres, il y a déjà des germes de choses qui sont apparues. Et en fait, moi, je sais que dans l'année qui s'est écoulée, je ne voyais pas mon bourg de la même façon au début et à la fin, quoi. Et le fait que ça dure sur le temps long, ça donne aussi du sens quelque part. J'aurais une question de Béotien. Est-ce que vous voulez prendre le micro ? Une question de Béotien, là j'ai entendu parler d'études urbaines qui sont donc légalement obligatoires, si j'ai bien entendu. Je me suis mal exprimée, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'explique études urbaines. Non, ils ne sont pas légalement obligatoires, c'est plutôt des études... les communes rurales se saisissent plutôt des études urbaines pour avoir un peu une étude préopérationnelle qui complète un peu le PLU, le plan local d'urbanisme, qui est très réglementaire.
mais qui ne donne pas non plus un nouveau récit pour un territoire de transformation. Et les études urbaines, c'est vraiment une étude qui permet de trouver ce nouveau récit, ce nouveau destin, et de dire vers où la commune va et comment on fait ça ensemble. Ce qui est obligatoire, ce que je voulais dire par là, c'était plutôt la question de la concertation dans ces études. Ouais, parce que bon, moi j'y connais rien du tout là, sur les problématiques que vous soulevez là, en milieu de petits bourgs ou le milieu rural, mais par contre je m'intéresse de près à ce qui se passe sur Brest, et justement là on n'a pas l'impression qu'il y ait pour Brest un projet d'urbanisme. On a l'impression, pardon, je me trompe, on n'a pas l'impression qu'il y a un urbanisme de projet. On a les promoteurs qui trouvent des terrains, qui se précipitent dessus, qui vont voir les services de la ville et proposent des installations. Et ce qui est frappant, c'est qu'on a beaucoup de mal à obtenir une concertation en avant-projet, c'est-à-dire qu'actuellement, c'est peut-être en train d'évoluer, parce que Brest a mis en place une réflexion sur une concertation en avant-projet, mais jusqu'ici, les gens découvraient le projet pratiquement quand le permis de construire était affiché sur le terrain. Et là, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Le permis de construire ainsi délivré certifie que le projet est conforme au PLU, conforme à la loi, etc. Donc il n'y a plus rien à faire d'autre qu'éventuellement faire des recours administratifs. Et quand il y a des recours administratifs, les gens s'entendent dire « Ah, mais vous faites des recours systématiques, il n'y a pas moyen de construire, etc. » Donc, cette notion d'étude urbaine, j'ai l'impression que c'est ce qui manque un peu à la métropole brestoise, une étude de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que c'est la ville dans 10 ans, dans 20 ans et dans 50 ans, parce que quand on fait du béton, ça dure 50 ans. Donc, qu'est-ce que c'est que cette étude urbaine? Est-ce que c'est quelque chose, ce mot-là recouvre-t-il quelque chose de bien défini, bien carré, couvert par les règlements? Est-ce que vous pourriez expliquer? C'est pour ça qu'on a fait le café débat sur le milieu rural, parce qu'on trouve ça plus intéressant. Non mais ça c'est aussi, ça rejoint ce que tu disais en introduction, mais c'est une question de moyens. Une commune rurale a beaucoup moins de moyens, on va dire. Un vrai projet d'urbanisme, des fois, ça met 20 ans à sortir. Mettons la requalification d'un îlot urbain avec des équipements, du logement, des espaces publics. Des fois, ça peut mettre entre 10 et 20 ans à sortir. Et pour une commune, c'est un budget sur des années. Donc, et ça c'est pareil, c'est assez récent comme réflexion, ces études urbaines globales. C'est ce qui s'est beaucoup passé dans les années, on va dire 80-90, c'est que les communes avaient un budget pour faire par exemple, je sais pas, une salle polyvalente. Pouf, elle faisait sa salle polyvalente sans réfléchir au contexte urbain qui l'entourait, sans réfléchir à ses autres budgets sur l'année. Donc ce qui est sorti il y a environ, je dirais 5-6 ans, c'est ces études urbaines qui permet en fait d'avoir une vision pour les communes au long cours. Nous on fait ces études urbaines, elles aboutissent à des projets qui vont pouvoir sortir dans 3 semaines et d'autres qui sortiront dans 20 ans. En fait, avec ces études urbaines, les communes ont un plan guide de tout ce qu'ils ont à faire pour développer leur bourg, avec un échelonnage d'argent et d'études complémentaires à mettre en œuvre. Après, oui, les métropoles n'ont pas les mêmes outils que les communes rurales pour mettre en œuvre leurs projets. Si on prend l'exemple de Brest, c'est plusieurs services, il y a Brest Métropole Aménagement, il y a Brest Métropole, donc c'est aussi des juxtapositions et c'est pas du tout le même fonctionnement, et c'est ce qu'on voulait aussi mettre en exergue ce soir, c'est qu'il y a un côté pas plus facile, mais plus, on va dire, fluide entre justement nous, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage dans ces milieux-là, parce que c'est aussi plus direct. Nous, par exemple, en tant que maîtrise d'œuvre, par exemple pour Brest Métropole, des fois sur un projet, on va avoir différentes strates aussi de liens, de relations entre les services. On va avoir affaire, par exemple, au service urbanisme, des fois au service voirie, au service éclairage public, pour un seul projet, et avec des fois d'autres intermédiaires chargés de la concertation, chargés de la communication. Donc ça mêle aussi à chaque fois les interlocuteurs, et du coup, évidemment, le projet n'est pas mené du tout de la même manière. Je ne dis pas que c'est moins bien, pas bien, c'est vraiment des modèles de mise en œuvre de projets qui sont totalement différentes, et tout ça c'est une question de moyens. La ville de Brest n'a pas le même budget par an que Dirigny. Et pas non plus forcément les mêmes ambitions. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça n'a pas non plus la même portée. Donc, Et après, je pense qu'il y a, c'est quelque chose dont on parlait un petit peu dans l'article, il y a une question d'échelle aussi qui est assez importante. Par exemple, dans des études urbaines en milieu rural, alors c'est vrai qu'on n'a pas vraiment défini ce qu'on entendait par milieu rural, mais
on arrive à une échelle où on arrive à un peu appréhender le territoire dans sa globalité. Enfin, tu m'arrêteras si je me trompe. On arrive à un moment donné à appréhender le territoire dans sa globalité et à du coup vraiment appréhender les choses pour vraiment concerter les gens sur le centre-bourg, mais aussi sur le reste de la commune. Et on arrive à rassembler les gens autour d'un projet commun sur une commune rurale parce qu'il y a une échelle qui est assez intéressante où on arrive aussi à capter les habitants sur leur centre-bourg, sur leur quartier, ou sur en tout cas quelque chose qui pour eux a un sens. Et c'est vrai que des concertations à l'échelle d'une métropole ou d'une étude urbaine à l'échelle d'une métropole, il y a aussi cette question d'échelle qui est plus difficile à appréhender parce que c'est vrai qu'une étude urbaine c'est un peu global, c'est un peu prospectif sur plein de secteurs, et puis c'est vrai que les gens ne vont pas se sentir forcément concernés par ce qui se passe à l'autre bout de Brest. Et du coup je pense que plus difficilement on mène des études un peu globales et prospectives sur des territoires urbains. Aussi parce que cette question d'échelle est très difficile à appréhender. Je pense que l'échelle du quartier, pour le coup, pourrait vraiment se rapprocher de l'échelle d'une commune rurale dans laquelle les habitants qui habitent leur quartier peuvent se sentir concernés sur ce qui s'y passe. Mais pareil, il y a, je pense, de nombreuses questions qui se posent sur cette question du quartier. C'est est-ce que le quartier tel qu'il est nommé ou tel qu'il est défini par exemple des frontières, est-ce que c'est vraiment le quartier que je vis et c'est vraiment mon quartier? Est-ce que finalement quand j'habite à la frontière dans notre quartier, je ne suis pas entre deux quartiers? Et du coup il y a cette question aussi d'échelle un peu et puis de frontières un petit peu entre des territoires et des espaces qui est un peu plus difficile à appréhender. Et après comme tu disais, il y a aussi cette strate un peu parfois hiérarchique puis réglementaire qui amène une certaine expertise qui est hyper intéressante. C'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir un interlocuteur qui est très précis sur son sujet, mais qui parfois amène aussi à ce que ce soit difficile d'atteindre vraiment la personne qui prend les décisions. Et je pense que du coup, des études urbaines à l'échelle de Brest, il y en a eu une qui a été menée il n'y a pas si longtemps que ça, par une paysagiste, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à rassembler, je pense, tout le monde sur tous les sujets. Et donc peut-être que l'outil étude urbaine est moins mobilisé par les métropoles dans cette question aussi d'échelle. Puis je pense que peut-être que nous, concepteurs, on serait un peu perdus aussi dans cette échelle aussi grande de celle qui est celle de la métropole. Peut-être qu'il y a des gens de la métropole ou de PMA qui veulent réagir. C'est juste une main tendue. Est-ce que vous voulez vous rapprocher? Non, mais d'ici, je pense que vous allez m'entendre. Je suis Claire Guilleneuve de BMA. Sur la question de l'étude urbaine, effectivement, il y a une étude quand même un peu globale sur Brest, menée par l'atelier Paola Vigallo, et qui se traduit par un plan guide qui s'appelle Brest 2040, ville-paysage. Voilà. Et c'est bien un plan d'urbanisme, mais c'est vrai que son axe d'intervention est un axe très paysager, avec un souci de respecter en particulier les vues particulièrement belles, et, voilà, et de trouver une déclinaison paysagère sur différents axes. C'est quelque chose qui a donné lieu à pas mal de concertations à l'époque, avec des restitutions dans les ateliers des Capucins en particulier, une expo, voilà, différents modèles. Après, effectivement, Brest est une grande ville et parfois on rate des choses, et voilà. Mais ça reviendra forcément, ça sera remis sur le tapis. Et je pense qu'en ville, on est parfois aussi un peu noyé, entre toutes les concertations. Maintenant, vu qu'il y a la concertation pour tout, des fois, moi aussi j'habite à Brest, on voit 3 affiches, il y a 3 prospectus dans la boîte aux lettres pour de la concertation, pour tel truc. Donc je pense qu'on se sent aussi peut-être un peu plus dépossédé de son cadre de vie et de l'impact qu'on peut avoir, par exemple, sur un projet d'espace public à Brest, que dans une commune, je prends Dirinon encore, mais habitant du bourg de Dirinon, je vois qu'il y a une concertation sur la place en bas de chez moi. Je pense que j'ai bien plus envie d'y aller, de faire entendre ma voix auprès des élus que je vois au quotidien, d'un architecte qui est là pour la journée, qu'à Brest, où on sent qu'on est parfois un peu noyé la parole habitante parmi un spectre plus large en fait, de décideurs. Je pense qu'il y a un côté plus direct et d'attachement au cadre de vie qui est plus impactant. Bonsoir et merci pour cet échange ce soir. C'est vraiment une excellente initiative, ce partage entre élus, architectes et puis toutes les personnes intéressées par l'architecture. Oui, une question concernant les projets ruraux. Quels sont vos liens ou collaborations avec l'architecte des bâtiments de France? Sujet hautement intéressant. Je ne détaille pas, mais j'aimerais avoir votre ressenti, votre vécu pratique
hein, quand il y a des projets fédérés, très riches, et puis tout d'un coup, l'architecte des bâtiments de France. Pouvez-vous un peu évoquer sans... Voilà. J'aimerais bien votre avis sur la question. Alors, Je ne l'ai pas vu en tout cas. Peut-être dans ses classes. c'est quelqu'un de très sympa. Il est là, c'est ça? Et je crois qu'il se cache derrière le poteau. Non, enfin, nous, ça n'a jamais été. C'est pas du tout une question pour nous. Là, et on le croise sur, je dirais, peut-être 70% de nos projets. C'est pas une question parce qu'en fait, il est concerté. Très tôt, on discute avec lui. Très tôt, on parle de projet. Alors, c'est toujours un problème pour les maîtres d'ouvrage parce que effectivement, c'est quelqu'un qui apporte de la contrainte, c'est certain, mais qui en fait pour nous est aussi un appui. C'est quelqu'un qui permet d'apporter de la qualité dans les projets, qui permet de s'assurer qu'on respecte à la fois l'environnement tout court, le patrimoine. Donc voilà, en tout cas de mon expérience, et pour parler de l'architecte des bâtiments de France du Nord Finistère, c'est quelqu'un de très sympathique, n'hésitez pas à le voir, et il est ouvert à la discussion, en plus. Et c'est pareil, moi je vous ai dédiabolisé ce côté des architectes des bâtiments de France. Nous c'est pareil, sur tous les projets qu'on a, tant que c'est pris, c'est pareil en amont, il faut aller le voir au plus tôt, dès qu'on a rien que des pistes de qu'est-ce qu'on voudrait faire, c'est aller le voir, expliquer, et tant que c'est toujours justifié, et au final de bon sens, j'ai l'impression, et que c'est pareil, c'est un jeu d'échange entre lui et nous, et tant que c'est justifié, en général ça se passe bien, et c'est pareil, je suis de ton avis Florian, c'est aussi un garde-fou. On voit aussi certains projets, ça serait vraiment aussi n'importe quoi s'il n'était pas là. Je sais pas si quelqu'un voulait réagir sur ça. Oui, je voulais juste en dire un petit mot sur les études urbaines tout à l'heure. Là. En fait, je vais vous expliquer quand même en deux mots pourquoi Dirinon, nous, on a choisi de faire une étude urbaine. En clair, Dirinon, c'est un bourg où il y a c'est un peu un bourg-rue. Il y a une rue principale qui traverse le bourg de part en part, qui s'étire un petit peu sur la longueur. Et sur cet axe-là, chacun a du mal à trouver sa place. En fait, c'est très très roulant, il y a beaucoup de camions, beaucoup de tracteurs. En clair, les vélos, les piétons, les gens ont du mal un petit peu à trouver leur place. Et c'est cette problématique-là qui nous a incité à faire une étude urbaine. Et alors en clair, si on raisonne par défaut, si on n'avait pas fait d'étude urbaine, notre premier interlocuteur sur le sujet, c'était clairement des boîtes de VRD finalement qui nous auraient proposé sur catalogue du mobilier urbain, des choses assez classiques. On aurait eu du mal à trouver une cohérence sur l'ensemble du bourg et surtout on n'aurait jamais pu se payer en fait, les choses qu'ils nous auraient proposées compte tenu des finances locales. Je ne m'attarderai pas sur le sujet. Des finances des collectivités locales et du coup dans la demande d'études urbaines il y avait aussi certes une mission de concertation, de diagnostic mais aussi faire des propositions concrètes pour trouver des solutions qui soient tout à fait adaptées et en fait c'est la principale plus-value aussi de l'étude urbaine, c'est pouvoir proposer des solutions vraiment adaptables et puis qui sont en cohérence avec ce qu'on peut faire. C'est vrai que ce qui est intéressant aussi, il y a un point de vue d'élu, puis un point de vue aussi du concepteur sur ce type d'études urbaines, c'est qu'il y a aussi cette impression, mais pas qu'une impression, de pouvoir aussi prendre des décisions à une échelle un peu vraiment en amont des projets, et puis en fait de discuter un peu des projets, puis d'être à l'origine aussi de certains programmes, certaines choses, et je pense que c'est vrai que quand on arrive parfois dans des appels d'offres, les choses sont hyper bouclées. Et puis en fait, il faut répondre à ce programme et puis c'est ça qu'il faut faire. Et puis on ne peut pas trop avoir aussi un impact sur tout ce qui se fait en amont. Et dans cette étude urbaine, ce qui est hyper intéressant aussi pour nous, c'est d'avoir aussi un poids dans les décisions qui sont prises et puis d'en discuter avec les élus sur le territoire. Et donc c'est vrai que cet échange-là entre habitants, élus et puis concepteurs est hyper intéressant. Et c'est vrai que je rebondis du coup sur l'étude sur Brest. C'est vrai que c'est une étude aussi un peu thématique sur la question du paysage. Et c'est vrai que ce qu'on mène plutôt dans les études urbaines en milieu rural, c'est plutôt des études qui doivent être multithématiques. Pour le coup, qui doivent vraiment rassembler toutes les thématiques, parce qu'en fait, on ne va pas faire venir un bureau d'études à chaque fois pour balayer une thématique, et puis ça n'aurait peut-être pas forcément de sens non plus à cette échelle-là de travailler par couche un peu. Et donc du coup, nous, c'est vraiment la demande à chaque fois, c'est vraiment de travailler sur tous les secteurs, toutes les thématiques, et puis c'est ça qui est hyper intéressant.
Et juste compléter ce que tu dis, c'est que nous, par exemple, quand on candidate sur une étude urbaine, l'équipe, on va dire, classique, c'est, par exemple, nous, en paysage, un architecte urbaniste et souvent une entreprise de VRD, voirie réseau. On est toujours, en général, 3. C'est un peu l'équipe classique sur ces études-là. Après, il peut y avoir d'autres spécificités selon les commandes, mais en général, c'est un peu ça, le triptyque, on va dire, pour les études urbaines. Et du coup, moi, je voulais rebondir un peu sur une question que je t'avais posée, Guillaume, quand on s'est rencontrés. C'était un peu de... Je pense que pour nous, c'est pas très clair de comprendre un peu comment sont prises les décisions sur une commune rurale. Un peu comment vous faites pour discuter un peu de ces questions architecturales et urbaines avec les élus dans le conseil municipal, et comment vous traitez un peu ces questions-là entre vous, justement, parce qu'on sait qu'il n'y a pas du coup ce filtre un peu dont on parlait d'une personne qui est là aussi pour vous dire quoi faire. Donc en fait, c'est vous qui êtes à l'initiative aussi un peu des choses. Je voulais savoir un peu comment ça se passait à Dirino pour discuter de ces choses-là. C'est un petit peu une question piège, c'est pas évident, hein, franchement, parce que en fait, là tu parles des élus, mais il n'y a pas que les élus, il y a aussi d'autres cercles de discussion et puis de réflexion à travers les associations, à travers toutes les connaissances qu'on a, voilà. Après, les élus, certains élus ont une appétence particulière ou un intérêt particulier sur ces questions-là, mais clairement, à Dirino, il y a 19 élus, allez, on va dire, il y en a 4 ou 5 qui sont vraiment impliqués là-dessus. Et bon, après, il faut reconnaître que dans les communes rurales, c'est quand même souvent beaucoup le maire qui est en première ligne, faut quand même bien le dire, ou l'adjoint, hein. C'est pas forcément tout le conseil municipal. Et dans ces études urbaines, c'est pas forcément quelque chose de démocratique, on vote pas toutes les décisions. Des fois, il y a certaines décisions qui clivent aussi, c'est pas forcément à la majorité, quoi. C'est pour ça que finalement, la tribune des élus, c'est pas forcément là que ça se décide spécialement, ou que les arbitrages sont faits. Une question directement à la mémoire de Dirino. Il y a un musée sympathique, vraiment très très intéressant, qui est un peu, bon, c'est pas méchant ce que je vous dis là, un peu bric-à-brac, mais où il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans ce musée. Alors, est-ce que le patrimoine de Dirino va être valorisé d'une manière muséale plus épurée dans le futur espace de la médiathèque? Parce que bravo pour tout le collectage que vous faites à Dirino. J'ai visité votre musée, qui jusqu'à présent est ouvert à une période plutôt touristique, estivale, parce que je pense qu'il y a beaucoup de bénévoles très dévoués dans votre équipe. Mais donc ma question était, cette valorisation épurée de ce patrimoine-là, est-ce qu'il sera présenté dans le futur espace qui est en gestation? Voilà. Alors déjà, merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à Dirino et pour vos connaissances de ma commune. Ça, c'est pour se féliciter les bonnes initiatives. Mais ça me fait extrêmement plaisir, je leur en parlerai dès demain. Que le musée de Dirino est connu, c'est vrai qu'il était très très bien, un petit peu bric-à-brac, c'est vrai, mais c'est un peu l'identité du musée. Et voilà. La matière est là. Alors du coup, votre question est intéressante, mais je vais répondre un petit peu à côté quelque part. La problématique du musée, elle s'est surtout posée lors de l'étude urbaine. Finalement, dans l'étude urbaine, je vous ai dit tout à l'heure, on est rentré dans le sujet par rapport à comment est-ce qu'on partage l'espace de la rue principale. Puis finalement, à force de réflexion, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'était pas les mêmes, on ne voyait pas le poids de la même façon au début de l'étude et à la fin. Finalement, la problématique s'est un petit peu transformée en cours d'étude. Et s'il fallait résumer à la fin, ça s'est résumé plus en une question d'identité, comment Dirino montre son identité quand on traverse l'axe principal. Finalement, quand on traverse l'axe principal de Dirino aujourd'hui, ce que vous avez sans doute remarqué, on ne voit pas clairement l'identité du bourg. Déjà, il y a même pas mal de gens qui me disent « Tiens, j'ai traversé le bourg, j'étais déjà arrivé au bout, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait le bourg. » Alors que pourtant, Dirino, c'est un village extraordinaire où il se passe plein de choses, notamment ce musée. Et du coup, en fait, lors de l'étude urbaine, alors je résume évidemment très très largement l'étude, hein, mais en gros, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on montre sur l'axe principal l'identité de notre bourg. Et comment, quand on traverse le bourg, est-ce qu'on peut avoir des accroches et des choses qui nous disent que dans ce bourg, il se passe vraiment des choses.
tantôt le complexe sportif, le pôle administratif, le centre historique avec le musée. Et l'objectif justement de l'étude, et comment ça va se traduire sur le terrain, c'est comment est-ce qu'on va faire des appels sur l'axe principal pour aller dans la profondeur du bourg, notamment vers ce musée. Après, dans le pôle culturel proprement dit, le musée aura évidemment sa place dans la mesure où il y aura des rayonnages pour les ouvrages et tout ça. Dans le futur projet, il y aura... Bah là, du coup, je suis un peu en train de vendre ma commune. Mais... Non, mais on est là pour échanger. Mais du coup, il y aura aussi un espace un peu d'exposition où, effectivement, on pourra faire le musée pourra s'exprimer également dans ce bâtiment-là. Parce que si vous insufflez une réflexion en ce sens auprès des urbanistes, je pense qu'ils vous écouteront si nous parlons de concertation. On est bien d'accord. Et une chose aussi, c'est mon ressenti par rapport à la presse d'hier ou d'aujourd'hui. Bon, après on va rentrer dans un contexte religieux. Protéger les anges de l'église de Dirinon, qui n'est pas des starbés qui s'attaquent à ces anges superbes. Hein. Ces anges, ils protègent, enfin je ne suis pas pratiquant, mais ces anges, je trouve qu'ils protègent votre commune. Voilà. C'est mon ressenti. Et si vous ne connaissez pas l'église de Dirinon, à l'Assemblée, allez la visiter, entre autres, et Dirinon n'est pas qu'une ville de passage. Merci pour tout ce travail que vous effectuez en équipe. Et je voulais vous féliciter. Toute l'équipe. T'as trouvé le meilleur VRP. Oui, tout à fait. L'église de Dirinon qui est classée, hein, la raison pour laquelle l'ABF est intervenu sur ce projet. Merci. Tout est lié. Alors, je ne sais pas si des personnes voulaient apporter, des élus ou des architectes, un témoignage ou une question. Ah, monsieur. Bonsoir. Je voulais revenir sur le thème du café, en quoi les territoires ruraux redéfinissent peut-être le rôle de l'archi et de l'urbain. Ce que j'ai retenu pour l'instant, c'est que vous disiez que c'était pour les architectes et les urbanistes des territoires qui permettent de reprendre le pouvoir un peu sur la commande, sur nos métiers, et de sortir aussi un peu du rôle de l'expert qui arrive, qui prêche la bonne parole, qui repart, vers un rôle plus de conseil. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui dans vos pratiques respectives que vous arrivez à valoriser auprès d'autres maîtres d'ouvrage, notamment quand vous revenez sur Brest dans vos bureaux? Est-ce que quand vous travaillez avec un particulier, un promoteur, un bailleur, avec une ville, est-ce que c'est un discours que vous arrivez à porter? Merci. Pour être tout à fait sincère, je pense que non, personnellement, on n'a pas réussi je pense, à ramener ça, notamment, peut-être chez certains particuliers. En fait, je pense que ça dépend. C'est pas forcément que nous qui le ramenons aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la démarche de Guillaume, c'est aussi quelque chose qui l'insuffle. Et ça marche pas à tous les coups, en fait. On a vu le scène, on a pu le tenter, mais ça marche pas toujours, quoi. Et ce qui est d'autant plus compliqué, je pense, c'est que c'est quelque chose qui s'applique certainement à la commande publique, où on a peut-être plus de temps, où c'est pas vrai pour toutes les commandes publiques, mais où on a peut-être des maîtres d'ouvrage en face de nous qui prennent plus le temps, qui prennent plus le temps de la réflexion, qui se posent peut-être plus de questions sur comment inclure aussi les habitants, tout ça. Quand on travaille avec un privé ou avec des privés sur des projets c'est pas de la promotion qu'on fait, mais c'est plus compliqué à faire valoir, je trouve. Voilà. Ça te donne comme réponse. Je sentais que tu avais envie. Mais non, j'avais pas parlé à ta place quand même. Moi j'ai l'impression et peut-être Olivier est là, que peut-être il voudra dire un mot, si le micro est assez long. Donc Olivier qui travaille à BMA, on a travaillé sur le quartier du Haut-de-Jaurès. Et tout à l'heure il a été dit que l'échelle du quartier, il y avait peut-être quelque chose de plus ressemblant finalement. Dans le périmètre initialement de l'étude du Haut-de-Jaurès, il y a à peu près 6000 habitants. Et finalement on est à l'échelle d'un gros bourg ou d'une commune moyenne du Finistère. Et on a eu le sentiment, enfin je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais au cours de l'étude urbaine, de partir d'une commande qui était
à viser très espace public, parce qu'il y avait déjà eu d'autres thématiques explorées par d'autres BE ou d'autres services de la métropole. On a avancé avec une concertation au début qui était un peu standard et dans lequel il n'y avait absolument personne. On a fait une balade la nuit sous la pluie avec 6 personnes. Et c'était, je crois, 2 mois après notre record de 280 personnes à Plestin-les-Grèves, sous la pluie aussi. Et du coup, on se disait, c'est quand même fou, quoi. Ils sont 2 fois moins à Plestin, ils sont 2 fois plus au Pilier Rouge et ils s'en fichent. Autre Jaurès, fallait dire. Et vous savez, j'ai abandonné, l'étude est finie quand je dis Pilier Rouge. Et puis en fait, on a ensemble, je pense, réussi à transformer un peu la commande, à oser quelques moments, et en particulier une espèce de fête qu'on a organisée dans le centre commercial du Pilier Rouge, un samedi, dans lequel pour le coup on a eu plus de 500 personnes, où les caissières du supermarché disaient « Allez voir les Urbains, ils sont super avec leurs maquettes et tout ». On avait invité plein d'assos, plein de commerçants du quartier pour venir avec nous, du coup il y a eu une grande fréquentation. Et ce qui est marrant, c'est que du coup ce jour-là, les élus étaient là, ils sont venus, mais ils sont venus, voilà, c'était un samedi, ils sont venus eux, quoi. Ils sont pas venus en comité de pilotage ou tout ça. Du coup, ils ont rencontré les habitants, on a pu discuter nous aussi avec eux, et j'ai l'impression que tout le projet s'est débloqué ce jour-là. Oui, merci Tristan pour cette évocation du Haut-Jaurès. Je pense que si tu n'avais pas répondu à la question en parlant du Haut-Jaurès, j'aurais répondu à ta place. Sur ce projet-là, effectivement, donc Brest Métropole a lancé il y a quelques années un grand projet de revitalisation donc, du haut de la rue Jean Jaurès sur la partie qui va grosso modo de Saint-Martin jusqu'à la place de Strasbourg. Et donc nous, on a été chargé, Brest Métropole Aménagement, BMA, de la partie espace public, sachant que, comme le disait Tristan, il y avait déjà des choses qui s'étaient faites sur la partie économie, sur la partie habitat, etc. Et là, pour le coup, on a fait appel, donc, par le biais d'un appel d'offres, à l'équipe TLPA, Onésime et puis Artelia, qui était le bureau d'études voirie réseau, sur à la fois une partie donc études urbaines, vraiment, parce qu'on avait vraiment besoin d'avoir l'expertise de l'urbaniste et de l'architecte sur qu'est-ce qui faisait ce quartier-là, qu'on appelait quartier au début et que finalement on a appelé secteur, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas un quartier, c'était finalement un raboutage de 3 quartiers différents. Donc on avait besoin d'avoir ce regard un peu traditionnel de comment se compose ce quartier-là en termes de morphologie, en termes de typologie de bâtiments, de fonctionnement de flux, etc. pour savoir un peu qu'est-ce qui allait pas. Et puis on a laissé, et c'était aussi un des objets du cahier des charges, de laisser à TLPA et Onésime une espèce de carte blanche sur la manière de concevoir la concertation. Parce qu'il y avait la nécessité d'avoir une grande part de concertation dans ce projet-là, comme on le dit depuis le début, on ne fait plus les projets sans concerter les habitants, a fortiori quand on travaille sur des tissus urbains existants, en quartier déjà constitués. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Tristan, quand tu dis qu'au début, on était dans quelque chose d'assez traditionnel. Je pense qu'on s'est dit, on va organiser une réunion publique, on va organiser des balades, etc. Et puis, comme le disait Nina, en milieu urbain, on est sursollicité. On a plein de choses différentes. Les concertations, on va dire, traditionnelles sont parfois un peu noyées. Et puis en plus, en milieu urbain, on a peut-être un peu moins de concertation préalable. Comme le disait monsieur tout à l'heure, parfois on découvre le projet un peu à la fin. Heureusement, ça change beaucoup et il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Mais parfois, on a moins le sentiment d'être associé au début et peut-être que psychologiquement, ça joue un petit peu aussi. Et là, on a fait le choix, vous avez fait le choix parce que l'idée était la vôtre, d'utiliser le centre commercial du Pilier Rouge comme théâtre d'une fête de quartier où on a invité un peu tous les acteurs, que ce soit des associations, des commerçants, des gens qui faisaient un peu vivre le quartier au quotidien, et on a noyé le sujet projet urbain à l'intérieur, volontairement, et je pense que c'est ça qui a marché, parce que les gens ne sont pas venus pour le projet, mais ils sont repartis en ayant regardé les maquettes, en ayant proposé des choses. Et moi, ce qui m'a surtout frappé ce jour-là, c'est la manière dont on a touché un public que du coup, on n'aurait pas du tout touché en temps normal sur un événement de concertation. On a touché des gens qui allaient acheter leur bière le samedi après-midi, et qui allaient se pinter avec leurs collègues sur la place d'à côté, et qui évidemment ne seraient probablement jamais venus à un événement de concertation. Et on allait les alpaguer en leur disant venez, on a des maquettes de réaménagement, est-ce que vous avez des idées à proposer ? Et ils nous disaient non, moi j'y connais rien, puis j'ai pas de légitimité. Et on leur disait mais si, donnez juste, nous, est-ce que vous voulez plus de bancs, est-ce que vous voulez qu'on réaménage comme ça ? Et ils nous tenaient, sincèrement, il y a des gens qui nous ont tenu des discours qui étaient dignes de quelqu'un qui avait fait un doctorat en urbanisme, c'était impressionnant. Et il restait des heures. Et il restait des heures. J'ai le souvenir d'heures, qui étaient restés des heures, ceux qui nous avaient donné plein d'idées sur tous les espaces de projet et qui avaient des idées qui étaient effectivement extrêmement pertinentes et que nous, en tant que professionnels, on n'aurait peut-être pas eu du tout.
Donc c'était vraiment quelque chose de très enrichissant qu'on a essayé de reproduire un petit peu après. Et puis je pense que ce qui a marché aussi dans ce projet-là et qui se continue à se faire aujourd'hui parce que les travaux n'ont pas encore été lancés, c'est tout l'objet de ce qu'on va faire cette année, c'est de revenir régulièrement vers le public, de faire un peu, précédemment dans la série du Haut-de-Jaurès, ce qu'on a retenu de leurs interventions, ce qu'on va faire après, et c'est ça qui a très bien marché aussi. Et je pense que vous avez su peut-être adapter la méthodologie que vous aviez en milieu rural, la convertir sur le milieu urbain, et Dieu sait que c'est pas du tout les mêmes enjeux, comme on le disait au début. Certes, il y a les strates institutionnelles, il y a le temps de décision qui est beaucoup plus long, il y a les élus qui sont peut-être un peu plus distants, même si j'aime pas ce terme-là, vis-à-vis de l'urbaniste et vis-à-vis de l'habitant, parce que il y a aussi beaucoup plus de sollicitations. Mais c'était très intéressant de piloter ça, en tout cas, où on voit bien que ça peut marcher aussi en milieu urbain. Et voilà, je me fais l'avocat du diable, mais je réhabilite la concertation et le projet en milieu urbain, parce que c'est aussi très passionnant. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent réagir sur ce sujet. Bon, je vais en lancer un, et puis après, peut-être qu'on ouvrira les questions. Ok. Je voulais relancer la question un peu, je pense que ça peut vous parler à vous trois, notamment parce que Nina, vous travaillez aussi avec Onésime sur des projets d'aménagement qui ne sont pas que des études préopérationnelles. Alors peut-être pas toi en particulier, mais en tout cas Onésime. Florian aussi, vous faites des projets d'architecture. Et je trouve qu'il y a quelque chose, alors c'est vrai qu'on dépeint parfois peut-être un truc un peu idyllique sur les territoires ruraux. C'est volontairement caricatural aussi, ça peut permettre de faire émerger certaines choses. Ce qu'il faut se dire, c'est que aussi tout ce qu'on a décrit un petit peu là, c'est aussi parfois un peu péjoratif. On dit qu'il n'y a pas d'ingénierie, qu'il n'y a pas de budget, qu'il n'y a pas de ressources, qu'il n'y a pas d'expertise, et que du coup, là-dedans, on peut faire quand même des choses. Et là-dedans, il y a la question du budget aussi qu'on peut allouer du coup, dans une commune à certains projets. Et du coup, il y a une certaine chose qui est réhabilitée aussi auprès des professions de l'architecture et de l'urbanisme. C'est la question de la ressource, et notamment de la ressource un peu locale. Je sais que dans les projets d'aménagement, en tout cas urbain, cette question de la ressource un peu, elle est importante, notamment quand vous travaillez avec l'atelier Bivouac, peut-être sur ces questions-là. Il y a la question de la ressource un peu, du coup, qu'on peut mobiliser pour des projets d'aménagement. Sur le projet, du coup, de la mairie à Dirinon, la question de la ressource est hyper importante aussi, puisque c'est un projet qui se veut, du coup, aussi frugal dans le sens à réutiliser les matériaux, à réutiliser le bâtiment, et c'est intéressant. Et puis, il y a évidemment la question des ressources humaines aussi, qu'on mobilise, du coup, pour trouver des astuces, un peu, pour mobiliser aussi les services techniques sur certaines choses. Et du coup, je voulais peut-être lancer un peu cette question aussi de comment la question de la ressource un peu locale est revenue dans les professions, chose qui s'était peut-être un peu étiolée avec du coup un marché aussi hyper ouvert à on peut un peu utiliser toutes les ressources possibles et inimaginables, c'est possible d'utiliser énormément de ressources, parfois même c'est moins cher que la ressource locale. Or, on revient aussi dans les territoires ruraux à cette question de la ressource sur place qui est hyper importante à mobiliser aussi et qui peut peut-être changer aussi la manière dont sont faits les projets. Ça c'est pareil, c'était un peu, d'une contrainte, ça s'est fait un peu une opportunité. Je pense que tout le monde est au courant, c'est un petit peu la fête est finie, quoi, à la fois d'un point de vue économique et écologique. C'est terminé en fait de dépenser aussi des milliers des cents pour faire et refaire des espaces publics, ou même c'est valable aussi sur des nouveaux quartiers. Et nous on travaille beaucoup comme ça parce qu'on n'a pas eu le choix, mais que c'est aussi devenu finalement une chance et une opportunité aussi de penser différemment les projets. C'est plaisant dans nos métiers de faire un peu travailler la matière grise et pas faire et refaire les choses, on va dire, sur catalogue. Et c'est maintenant, je crois, une chose qu'on fait quasiment à tous les projets, ou du moins qu'on essaye. Après, des fois, oui, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de réemploi possible, c'est comme ça, mais je pense qu'on l'essaye vraiment à chaque fois. Et là, je vais prendre pour exemple Pounou-en-Ménez, qui est assez intéressante parce qu'on a fait à la fois l'étude préalable jusqu'à la maîtrise d'œuvre, réalisation des travaux, avec la même équipe globalement. Et dès l'étude préalable, il y avait l'atelier Bivouac du coup avec nous aussi, avec qui tu as eu l'occasion de travailler. Et dès l'étude préalable, on a fait avec eux un inventaire des ressources. Donc on est allé voir les services techniques de la commune et en fait on a fait tous les hangars des services techniques. Je vous conseille les hangars de services techniques, c'est toujours super, il y a toujours plein de trucs. On a discuté aussi avec les gens. Par exemple, on a rencontré un habitant qui nous disait qu'il avait plein de bois de châtaigniers chez lui à récupérer, qu'il avait des pierres. On a fait aussi l'inventaire de qu'est-ce qu'on allait potentiellement démolir dans le bourg en termes d'espace public, qu'est-ce qu'on pouvait récupérer. Donc ça a été déjà un gros travail de ressources, d'inventaire, un peu bête et méchant, avant même de savoir qu'est-ce qu'on allait faire.
Et c'est après, finalement, c'est un petit peu le projet qui s'est calé sur qu'est-ce qu'on avait comme ressources, qu'est-ce qu'on va pouvoir réutiliser. Et tout s'est un petit peu tourné autour de ça. Et ça a vraiment été réinjecté dans le réaménagement, on va dire, complet. Par exemple, il y a des pavés qui ont été enlevés, ils ont été réutilisés à d'autres endroits. Enfin, c'est un petit peu tous ces cercles vertueux. Et je pense que oui, on n'a pas le choix, mais pour moi, c'est aussi une chance et une opportunité de réfléchir autrement au projet d'aménagement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, il y a une dimension, il y a beaucoup de choses dans ta question. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la question effectivement de la ressource, de ce qu'on peut potentiellement réemployer, qui clairement, on a beaucoup parlé, puisque nous, on essaie de réemployer des choses dans la mairie, dans notre projet, et c'est pas une manne économique. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas de l'argent, potentiellement en essayant de réemployer sur place des éléments. Par contre, c'est une autre démarche, c'est une manière aussi de dire effectivement peut-être que économiquement on n'y gagne pas, par contre on y gagne socialement, on y gagne écologiquement, on y gagne sur plein de points de vue, et du coup c'est ça qui nous intéressait. Et c'est clair qu'il y a aussi un autre, alors nous à la mairie, effectivement Bivouac met en place, et je dirais que là c'est une des forces aussi de Bivouac, et certainement aussi une capacité que vous avez en tant que paysagiste, de plus facilement réemployer des choses sur place, de retravailler là où nous, effectivement, là où on se permet de réemployer des choses, c'est sur des choses où on sait que notre bureau de contrôle, on ne va pas forcément venir nous chercher, ou alors il va falloir discuter, mais on est assez contraint sur ces choses-là. Et enfin, il y a la ressource humaine. Et la ressource humaine, c'est le point qui est le plus, je trouve le plus excitant dans le projet là, qui est clairement le travail avec la régie, où en fait, ils ont pris le projet, c'est leur projet, et ils sont en train déjà de débarrasser les lieux, de préparer notre venue pour que le chantier se passe dans de bonnes conditions. Ils récupèrent un maximum de choses parce que ce serait dommage de les jeter. Il y a une partie du bâtiment qu'on démolit, il y a une partie qu'on réhabilite, voilà. Et cette rencontre avec les services techniques, je l'ai trouvée du coup super riche. Et moi c'est ça surtout que je retiens là du coup. Je pense que c'est peut-être le seul point qui économiquement nous a un impact. Le budget a été serré clairement pour sortir le projet de la mairie, mais on a toujours toujours su quel était le cadre qu'on nous donnait. Et la régie, je dirais, travailler en régie avec les services techniques, c'est peut-être ça qui nous fait des fois basculer et gagner un peu d'argent, mais je pense pas que ce soit... j'ai pas l'impression que nous, en tout cas, la question du réemploi, tout ça, soit quelque chose qui nous fasse gagner en économie. Je veux pas t'inquiéter sur le budget. Non, c'est vrai. Après, sur la question du réemploi, dans le cahier des charges que la commune de Dirino avait fourni, ça faisait vraiment partie de l'identité du projet. Mais tout simplement parce que c'est quelque chose qui faisait sens. Et quelque part même, je vais venir sur des considérations un petit peu politiques quelque part, mais dans la campagne des élections municipales, il y avait vraiment deux projets qui se sont affrontés entre une équipe qui voulait démolir ce bâtiment et une équipe qui voulait le rénover. Et quelque part, c'est un projet politique aussi de faire de la frugalité là. Et par ailleurs, la frugalité, ça permet aussi d'embarquer le plus de monde possible dans notre projet. C'est un projet assez fort, d'une certaine manière, de faire un pôle culturel à Dirino, parce que c'était pas forcément gagné. Depuis une vingtaine d'années, la bibliothèque avait des moyens familiers, qui étaient une sorte de petits réduits au bout d'un bâtiment, là, et c'était très bien comme ça. Et quelque part, les gens clivent un petit peu les choses entre le pôle sportif et le pôle culturel. Et là, le fait de remettre le pôle culturel en avant, c'est quand même un acte fort. Et quelque part, le fait de faire de la frugalité, ça permet aussi d'embarquer le plus de monde possible là-dedans. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Sophie, là, qu'on présentait un peu les territoires ruraux, c'était un peu un danger comme des territoires déshérités. Je te rassure, tous les gens qui habitent Dirino ont vraiment le sentiment de le vivre comme un privilège absolu. Il n'y a pas de problème là-dessus, vraiment. Et juste ce que tu disais aussi sur les ressources humaines, c'est vrai que ça c'est propre aussi au milieu rural, c'est la simplicité. Je reprends l'exemple de Plounéo-en-Ménez, mais on a refait par exemple une entrée de bourg qui est aussi une placette avec Bivouac en 2-3 jours. Avec Bivouac, on était venu tracer au sol les endroits à découper de l'enrobé. Les services techniques sont venus passer une journée pour décrouter. Plantation faite par Bivouac eux-mêmes et quelques habitants. Et voilà, en 2 jours, c'était fait. C'est impossible, ça, totalement, dans des espaces plus urbains. Et un truc qu'on n'a pas évoqué aussi sur ces questions du réemploi, c'est le nerf de la guerre, les sous. Mais aussi, nous, à un moment, on était rémunérés en montant de travaux.
Donc c'est aussi totalement différent que, voilà. Et alors que maintenant, ça change aussi. On est rémunéré par rapport à des honoraires, par rapport à ce qu'on propose, et pas en montant de travaux, ce qui, avec du recul, est totalement aussi absurde, en fait, sur certains sujets. C'est vrai que cette question de la frugalité des ressources, on l'avait posée un peu aussi comme question et un peu dans l'article. C'était un peu... effectivement, je pense que beaucoup sont convaincus de cette nécessité de réemployer, d'utiliser un peu les ressources du territoire. Effectivement, si on regarde un peu la manière dont les concepteurs sont rémunérés, on n'a pas intérêt à ce que les montants de travaux soient plus bas, puisque pour l'instant, les honoraires sont en fait calculés à partir d'un montant de travaux. Et du coup, c'est une aberration un peu pour le travail aussi qu'on mène, puisque souvent, ça change, c'est en train de changer, mais souvent on passe plus de temps en fait à travailler avec des choses en réemploi, parce que c'est beaucoup moins simple que sur catalogue, et c'est moins bien valorisé. Donc il y a un peu cette question aussi, et je pense que c'est pour ça que je ne parlais pas des gens qui habitaient Diraino, je disais plutôt est-ce qu'on dépeint aussi les territoires ruraux comme un territoire des possibles, et je pense que ça l'est vraiment, mais ça vient aussi de contraintes. Et c'est vrai que toutes ces questions, je pense que effectivement beaucoup de concepteurs sont convaincus du bienfait de beaucoup de choses, mais souvent c'est aussi des situations qui sont chronophages, qui demandent beaucoup plus de travail aussi en agence, beaucoup plus de temps, un investissement aussi professionnel et personnel qui est important, pour aussi effectivement une rémunération qui ne va pas en face. Et pourtant je pense qu'on milite aussi pour que les choses changent, et du coup les territoires ruraux permettent aussi effectivement de poser ces questions pour les concepteurs de la rémunération et de comment sont faits les projets aujourd'hui. Et je pense qu'à promouvoir un peu cette question de frugalité, ça peut permettre aussi de remettre à plat un peu comment sont faits les projets aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez préciser, là quand vous parliez de réemploi, vous parlez de réemploi du bâti ou réemploi des matériaux? Parce que moi j'ai un exemple précis où, sur une construction neuve à Guipava, un ancien hôtel qui a été rasé, et le projet de l'architecte c'était de réemployer des pierres d'angle, et il a travaillé sur la temporalité. Alors, ce qui est surprenant pour d'anciens Guipavasiens qui ont quitté ou qui reviennent, ils ont l'impression que l'ancien bâti est toujours là, alors qu'il a été rasé à 100% pour refaire quelque chose de neuf. Mais le fait de ponctuer avec du matériau de réemploi collé, c'est une volonté de l'architecte. Félicitations aux jeunes architectes. Hein. C'est épatant, c'est vraiment une réussite architecturale, ce réemploi dans cet élément-là. Et une autre question, pardon madame, est-ce que Bivouac a travaillé à Plounéo-Ménès sur la réutilisation de l'ancien collège public de Plounéo-Ménès? Et du coup, oui, quand on parle de l'emploi, on parle des deux, effectivement. Je pense que la question justement du projet à Diraino, c'est les deux. Réutiliser un bâtiment et en fait, faire que le programme rentre dans un bâtiment existant et non le contraire. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant aussi. Et après, il y a la question du réemploi des ressources sur place dont on vient de parler. Mais effectivement, c'est des sujets qui émergent par des questions budgétaires, mais aussi par des questions éthiques et de conviction. Je pense à ça parce que malheureusement, c'est un constat, c'est pas une critique, mais malheureusement, là c'est pas votre cas parce que vous réfléchissez, vous prenez votre temps. Mais il y a dans beaucoup de villes de France du réemploi qui part au remblai des pierres nobles, et alors qu'on peut les réemployer de manière cohérente, patrimoniale. Il y a encore sur Guipava l'exemple d'un lavoir près du manoir du Froudven, en contrebas. C'est un réemploi fabuleux, et à lequel a participé d'ailleurs les élus de la ville de Brest. Enfin, ils ont retransmis des pierres aussi. Voilà. Du coup, il va être 20h, donc je vais peut-être ouvrir à des personnes qui auraient peut-être envie de poser une question. Moi j'en ai une pour Guillaume. C'est un sujet qu'on n'a jamais forcément abordé, mais comment on vous a justement guidé, c'est des questions pièges, attention, comment on vous a justement guidé pour définir l'appel d'offres, le montant des honoraires dont on parlait juste avant? Comment est-ce qui t'a accompagné là-dessus? Comment est-ce que tu as perçu la chose?
En fait, pour le montant des honoraires, ça a été un sujet, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit « mais tu ne trouveras jamais personne pour faire de la frugalité, puisque effectivement, comme on est payé au montant des travaux, ça ne marchera pas ». Et on s'est pas mal creusé la tête là-dessus. Et en même temps, des fois, quand on est élu local ou dans d'autres situations, il faut essayer de faire passer des carrés dans des ronds. Et là, on s'est dit « c'est pas possible quand même, on ne peut pas tout démolir, on va quand même trouver quelqu'un pour nous faire un projet frugal ». Du coup, le programme, il a été rédigé principalement par les élus, pas par moi-même d'ailleurs. Après, je me suis fait aider par mes élus aussi, hein, et par l'assistance à maîtrise d'ouvrage de notre communauté de communes. Mais on s'est même posé la question, et dans l'appel d'offres, on a mis un dispositif. Alors, je ne me rappelle plus exactement comment ça marche, mais enfin, en clair, on partait d'un montant de départ de travaux estimatifs, et on prévoyait une rémunération si le projet global coûtait moins cher. Quelque part. Je ne sais pas si c'est clair. Hein. Du coup, on a même imaginé ça pour se dire comment est-ce qu'on peut rémunérer justement la frugalité. Alors, on n'a pas arrêté tous les chiffres pour le projet. Je ne sais pas si on sera en dessous et si on va mettre en place ce dispositif, mais en tout cas, il a le mérite d'exister. Donc, on s'est vraiment pris la tête là-dessus pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait rémunérer justement le fait d'être frugal, tout simplement. Et moi, je vais peut-être compléter et tu m'arrêtes. Quand on avait discuté justement de la mise en place du projet du ROSIC, ce sera plus simple si on l'appelle comme ça, à Dirinon, c'était aussi une question de conviction. Vous étiez persuadés, enfin peut-être toi et d'autres, que ce projet pourrait se faire. Pourtant, je pense que tu as eu plein de signaux qui te disaient que en fait non, c'est pas possible, mais vous avez aussi tenu un peu en quelque sorte bon en vous disant on tente de lancer aussi un appel d'offres pour voir si des gens vont y répondre. À voir aussi si quelqu'un va vouloir répondre à ce type de projet. Vous avez eu plusieurs réponses aussi intéressantes. Et en fait, ça a aussi été une question de est-ce qu'on garde un peu cette volonté qu'on a et cette conviction et on l'amène jusqu'au bout, ou est-ce qu'on écoute ce qu'on nous dit à côté et du coup, c'est pas possible, on rase et puis on fait quelque chose de neuf. Mais je pense que tu as été entouré pour prendre cette décision, mais il y avait une question de garder ses convictions et de les tester jusqu'au bout. Alors, c'est vrai, tu as raison, c'était vraiment une conviction au départ. On était persuadés qu'on pouvait rénover ce bâtiment sans faire des frais énormes. Après, pour se rassurer, quelque part, on a fait une étude de faisabilité avant de lancer l'appel d'offres proprement dit, qui nous a confirmé dans nos choix. Et au moment de rédiger le cahier des charges, la question s'est posée aussi de la frugalité, et on s'est dit, finalement, on va en rajouter vraiment des couches dans le cahier des charges. On a répété 5-6 fois, de la première à la dernière page. Il y avait le mot frugalité à toutes les pages, au point qu'on s'est moqué de moi, même pas mal, sur le sujet. Mais on s'est dit, on va l'affirmer vraiment clairement. Et comme ça, il n'y aura pas la possibilité pour des réponses ou pour un architecte de répondre en disant « ouais, frugalité s'il veut, puis après, on va lui passer un peu autre chose ». Non, là, c'était pas possible, clairement. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu quand tu l'as lu, mais c'était pas possible. C'était marqué à toutes les pages. Bon, on m'a dit, mais arrête un peu de répéter. Si, on va encore le remettre ici, parce qu'on avait un peu peur, justement, que le projet dévie, là, et c'était pas évident. J'avais une question, monsieur le maire, et à l'équipe qui travaille sur le projet. Est-ce que vous avez une réflexion sur l'aménagement paysager de Dirinon? Et je pense peut-être à des zones, des parcelles maraîchères proches de la ville qui font aussi partie de l'urbanisme. Et les choses sont d'autant plus peut-être faciles à réaliser, parce que nous sommes sur des projets ruraux. Hein. Je pense à ça par rapport aux grandes villes, aux mégapoles, où des fois il est difficile de garder des fermes urbaines ou des espaces alimentaires urbains au sein de la cité. Est-ce qu'au niveau de Dirinon, vous avez, dans le projet, réfléchi à des zones de maraîchage, hein, allouer des terres urbaines restant des projets alimentaires, des terres protégées achetées par la ville, par exemple, ou des vergers conservatoires et nourriciers pour la ville, quand on parle aussi des interactions avec l'architecture, l'aménagement et la nourriture. Alors j'ai un exemple très précis, c'est à Plabennec. Au départ, une association, pour ne pas la citer, Avalou-Plabennec, avait un verger conservatoire, verger initial à Locmaria,
Aujourd'hui, on est à 5 parcelles de plantation de fruitiers publics, accès libre pour les citoyens, pour la récolte, mais en collaboration avec la ville. Voilà des projets. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est à Lirinon? Est-ce qu'il y a une réflexion menée par rapport à l'aménagement paysager dans ce sens? Il n'y a pas une réflexion spécifique là-dessus, spécialement. Après, je pense que à l'échelle de la ville, l'idée d'une ceinture maraîchère, par exemple, je suis pas sûr que ce soit tout à fait pertinent dans le sens où il y a énormément d'interactions entre la ruralité et le centre-bourg. Je suis pas sûr que les choses soient vécues de la même façon dans une grande ville, en périphérie urbaine, où le contact est vraiment très très lointain. Dans un bourg comme Dirinon, il y a énormément d'interactions entre les deux. Enfin, ça paraît moins pertinent d'avoir une ceinture maraîchère comme ça pour nourrir la ville. Enfin, ça paraît moins pertinent. Après, c'est pas fermé non plus. Voilà. Après, je dis pas que dans les aménagements paysagers, à un moment donné, on va pas réfléchir aussi à mettre éventuellement des fruitiers ou des choses comme ça. Pourquoi pas. Après, sur le projet du Rosic, proprement dit, il y a un volet paysager assez important, effectivement, avec Bivouac là, qui travaille vraiment là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'avais une question par rapport au projet. Est-ce que durant le projet, il y avait eu une réflexion sur l'échelle justement de ce projet-là? Est-ce qu'il avait vocation à faire un lien entre les autres villages dans le milieu rural? Parce qu'on a tendance maintenant à réfléchir un peu les milieux ruraux comme un ensemble, en fait, pour faire la connexion de plusieurs villages. Et je voulais savoir si justement dans ce projet-là, est-ce que dès le début il y avait cette envie en fait de faire une connexion avec plusieurs villages, ou est-ce que c'est plutôt un projet qui est resté à l'échelle le projet du coup de la mairie ou le projet... Ouais, ok. C'était un complément de notre médiathèque ou un truc comme ça. Bon, après, compte tenu du programme, il y a la carte postale, ça reste typiquement communal, pour le coup, même si elle est fréquentée par beaucoup d'autres, par les habitants des autres communes. Pour le pôle administratif, c'est la mairie, il n'y a pas forcément beaucoup d'interaction. Après, au niveau du pôle culturel, la question s'est posée. Après, c'est pas toujours forcément pertinent. Je pense que là où il y aura des interactions, c'est qu'on va sans doute mutualiser des moyens humains, sans doute pour l'animation et proposer des choses en réseau. Après, les pôles culturels et les bibliothèques adhèrent toutes à la BDF 29, qui crée déjà un réseau quelque part. Merci pour les échanges, évidemment. J'espère que... Alors, c'est vrai qu'on avait une question un peu de base qui était comment les territoires ruraux redéfinissent le rôle des concepteurs. On a parlé de pas mal de choses. Effectivement, on a beaucoup mis en valeur comment, en fait, de contraintes, on faisait un peu des richesses pour le projet, et comment, en fait, de ces contraintes qui deviennent des richesses, ça modifie un peu aussi nos manières de pratiquer l'architecture et l'urbanisme. Alors, il y a des choses très concrètes, il y a la question de comment on répond aussi parfois au projet, justement. Alors, il y a la question de la rémunération qui est un peu ressortie, mais ça, c'est quelque chose d'un petit peu factuel. Il y a aussi la question de comment on appréhende un peu les choses, la question de la ressource. Ça demande aussi de penser un peu la ressource bien en amont. Et aussi, du coup, de cette question de l'inventaire, elle arrive en amont, et ça demande aussi parfois de, un peu, je pense, mettre à plat un peu les procédures aussi de comment sont faits les projets. Peut-être que parfois, on va d'abord partir de la question de la ressource pour ensuite développer la question du projet. Donc parfois aussi, un peu, on rebat un petit peu les cartes de comment sont faites les choses. Cette question de la proximité, je pense qu'on est assez d'accord dans le fait qu'il faut la consolider, qu'il faut la valoriser, et qu'il faut aussi peut-être pouvoir l'insuffler dans certains projets du coup en milieu urbain. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de ce qui se fait en milieu rural, des ateliers, un peu des choses que l'on teste parfois parce qu'on a l'occasion et la possibilité de les tester. À un moment donné, on va pouvoir aussi les réutiliser dans d'autres contextes, des villes, des milieux plus urbains. Et aussi, parfois, du coup, les milieux ruraux agissent comme des démonstrateurs aussi d'une autre manière de faire. Donc je pense que ça, c'est assez intéressant, et c'est ce qu'on voyait aujourd'hui. Évidemment, il n'y a pas de clivage entre un milieu rural et un milieu urbain. Je pense qu'on peut se nourrir aussi un peu de ce qui se passe, évidemment, partout. Et c'est ça qui est intéressant. Néanmoins, on trouvait intéressant de pouvoir, pour une fois, médiatiquement, mettre un peu en valeur ces territoires-là, et inviter, du coup,
un élu, un maire, je sais qu'il y en a d'autres aussi dans la salle, donc c'est super intéressant. Et puis aussi faire se rencontrer d'autres architectes, urbanistes, géographes, c'est intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis on se donne rendez-vous pour un prochain café débat au mois d'avril sur un sujet inconnu pour l'instant. Ça donne envie. Mais qui sera super. C'est exploratoire. Et qui sera super intéressant, bien évidemment. Et merci à tous.